Salut et bienvenue à cette première émission Map Astral, donc, qui va décrypter, analyser les énergies planétaires, donc le macro sur Terre, sur la planète Terre, donc dans le micro. Voilà, je vais faire un petit retour sur ou un grand retour, je sais pas, sur la nouvelle lune d'hier, de vendredi 17 avril. Voilà, aujourd'hui c'est samedi 18 avril, donc, mais voilà, je vois souvent des astrologues en fait qui réalisent simplement des analyses de nouvelles lunes et de pleines lunes, bon, généralement plusieurs jours avant, voire parfois même 2 semaines avant. J'ai pas forcément envie de procéder comme ça, même si ça pourra évoluer au fil du temps. Parce que je trouve intéressant aussi de laisser passer le moment en fait, et de effectivement analyser ce qui s'est passé a posteriori, c'est-à-dire avec le témoignage de quelque chose de réel et concret. Même si au fil du temps, effectivement, on comprend que lorsqu'on se saisit de ce langage et qu'on aiguise, on va dire, sa perception de ce langage, on va être en capacité de percevoir ce qui va se passer avant. De toute façon, moi, j'utilise pas l'astrologie comme un instrument de prédiction. Par contre, effectivement, oui, de perception plus aiguë de l'atmosphère. Voilà. Donc, d'abord, quand on observe un thème natal, on va observer la carte dans son ensemble. Là, c'est la photographie du ciel du moment de la nouvelle lune d'hier. Donc, c'est un moment qui est passé, mais elle n'a pas tant évolué que ça. De toute façon, après, il faut vraiment comprendre que ça tourne tout le temps, en fait. Cette graphique fixe là, il correspond voilà, à 13h51 heure de Paris, à cette seconde près, etc. Et ça change tout le temps en fait. L'ascendant change l'ascendant là, vous voyez ici ASC, ça change toutes les 2 heures de signe. Donc voilà, une petite explication vite fait pour que vous compreniez le sens de l'ascendant. Lorsque le soleil il est en conjonction exacte avec l'ascendant, c'est le moment du lever du jour en fait, c'est le moment où le soleil se lève. Ensuite le soleil il va avancer, il va monter dans le ciel, et voilà, quand le soleil est en conjonction avec le MC, le milieu du ciel, c'est le moment où le soleil est le plus élevé dans le ciel durant la journée. Ensuite le soleil continue sa route et il va arriver à la conjonction du descendant. Ça c'est le moment où le soleil se couche. Et puis le soleil continue, et il va arriver en conjonction au IC. Ça c'est le moment où la nuit est la plus obscure. Voilà, c'est une petite explication pour que vous saisissiez l'importance de la question des maisons. Parce que ça, c'est ça, les maisons. L'ascendant, c'est le début de la maison 1. On le voit là, numéro 1, hop. Maison 2, 3. Le IC, c'est le début de la maison 4. Maison 5, 6. DSC, descendant, c'est le début de la maison 7. 8, 9. Et là, on a le MC qui est le début de la maison 10. Et en fait, ce système de maison, il y a une analogie particulière avec l'ordre zodiacal des signes. C'est-à-dire, l'ascendant, il a un lien direct, si on peut faire l'analogie de cet ascendant, avec l'énergie du signe du Bélier, qui est le premier signe du zodiaque. Pourquoi? Parce que le Bélier, ou l'ascendant, représente le moment de la naissance, en fait. Par exemple, dans l'hémisphère nord, la naissance du printemps, de la nature, quand la vie reprend son élan de vie et que donc toute la nature organique se met à rayonner, finalement, c'est le moment de la naissance, c'est le début, le moment où le soleil c'est le moment où le soleil arrive au premier degré du signe du Bélier. Voilà. Après, on a la fixation du printemps avec le signe du Taureau. Puis ensuite, on a l'énergie mutable des Gémeaux qui prépare l'été et le début de l'été en Cancer. Voilà. La fixation de l'été en Lion. Ensuite, on se prépare pour l'automne avec Vierge. On entre dans l'automne avec Balance. En Scorpion, on fixe l'automne. On prépare l'hiver. On se prépare à entrer dans l'hiver avec Sagittaire. On entre dans l'hiver avec Capricorne. On stabilise l'hiver avec Verseau. Et on se prépare pour un nouveau cycle en Poisson pour le prochain printemps. Voilà.
Donc ça c'est la sagesse du zodiaque. Analogie donc ascendant avec le signe du bélier, la naissance, au niveau des saisons, mais ça marche pareil pour l'être humain, et c'est très facile à comprendre, c'est qu'en fait le bébé, lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, il est dans un fluide aquatique, dans lequel progressivement le fœtus se forme en fait, et se prépare, mais il perçoit d'une manière très subtile tout ce qui se passe autour de lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas le cerveau pour analyser tout ce qui se passe, mais par contre il perçoit. Il perçoit. C'est pour ça que le signe des poissons, on l'associe souvent à ces mondes invisibles, à tout ce qui est mystique, ce qui est lié à l'art, à la connexion à ces mondes sensibles en fait, qui sont là, qui existent bien en fait. Et puis progressivement le bébé se forme, se prépare, et puis d'un seul coup il y a un instinct de vie qui l'anime en fait, et puis lorsqu'il est prêt, et là il y a une grande concentration d'énergie, de feu, pour rassembler le courage pour sortir en fait. Et là c'est là qu'il met la tête, et il sort du tunnel en quelque sorte. Et il va affronter l'inconnu, en quelque sorte, parce qu'il ne sait pas ce qu'il va voir lorsqu'il est dans l'entombe de sa mère, mais il sent qu'il doit y aller. Donc il y a une question de focalisation extrême là, à ce moment-là. Et donc le signe du bélier, signe de feu, régi par Mars. On le voit là, la planète Mars, le symbole c'est un cercle avec une flèche. Clairement il y a une concentration d'énergie, qui est représentée par le cercle, et une flèche qui va dans une direction. Ça part dans une direction. Voilà. Donc c'est très important tout ça de le prendre en considération, parce que là, par exemple là on regarde cette carte. On voit qu'il y a 7 corps célestes situés dans le signe du bélier. Donc l'énergie actuelle, générale, elle est imprégnée de toute cette concentration d'énergie dans ce signe-là. On voit aussi qu'il y a 2 planètes en taureau. On voit qu'il y a Jupiter là, qui est en cancer. Ensuite on voit la lune noire Lilith en sagittaire, et Pluton en verseau, ici. Voilà, je ne vais pas donner un cours d'astrologie complet ici, mais c'est important de clarifier un petit peu toutes ces thématiques-là. De toute façon, on les verra au fur et à mesure des vidéos. Vous pouvez effectuer vos recherches de votre côté, je vous encourage à ça. Même si c'est très important de soigner dans sa recherche le discernement par rapport aux sources en fait. Parce qu'on trouve de tout et de n'importe quoi sur les réseaux, donc il faut vraiment aller chercher en fonction de ce qui résonne en vous. Après, de toute façon, il y a des phases, c'est progressif. Et voilà, le maître, il change de forme, il change de discours aussi, de langage, en fonction de votre propre degré d'évolution. Alors revenons donc sur cette nouvelle lune qui a eu lieu hier. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que cette nouvelle lune qui marque effectivement cette conjonction, la nouvelle lune c'est une conjonction entre le soleil, qui représente notre centre, l'être. Le soleil c'est une étoile, mais on l'appelle luminaire. Le luminaire, ce luminaire gouverne le signe du lion. Donc l'ascendant de la carte d'hier, c'est le signe du lion. C'est un lion. Donc déjà, il va falloir comprendre ce que ce signe du lion représente. On sait que, comme je vous ai expliqué, chaque signe représente une phase du zodiaque. Le signe du lion, c'est le signe fixe de l'été. Il y a un lien avec le rayonnement, clairement. Parce qu'en été, c'est le moment où généralement on rayonne le plus en fait. La nature organique rayonne à ce moment-là. C'est le moment où le soleil est le plus chaud, réchauffe le plus, en tout cas ici dans l'hémisphère nord. On a la part de fortune aussi, c'est pas anecdotique, elle est en conjonction avec l'ascendant. Donc l'ascendant représente le moi, le moi-je, parce qu'en fait c'est le moment de la naissance, c'est aussi moi, je m'affirme en tant qu'individu, j'existe en fait. L'opposé, par exemple, le descendant, il y a une analogie avec le signe de la balance. Le signe de la balance, c'est un équilibre, c'est un accord.
une harmonie, il y a un 50-50. On comprend qu'en fait il y a l'autre qui existe et qu'on va devoir trouver un accord avec l'autre. On ne peut pas tout seul, si tout le monde était habité ou animé par cette énergie de l'ascendant, sans intégrer le descendant, ce serait chaotique. Mais bon, lorsqu'on voit en fait, que toutes ces planètes sont en bélier, actuellement, et qu'on regarde autour de nous ce qui se passe, on se rend compte que c'est chaotique, du fait de cet excès de planètes en bélier. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a différents niveaux d'expérimentation de ces énergies en fait. Donc on peut les utiliser d'une manière plus vertueuse en fait. Donc c'est justement là l'utilité de l'astrologie. Nous enseigner à les utiliser de manière plus vertueuse. En comprenant que chaque phase a sa fonction et qu'on peut les utiliser, ces énergies, mais dans un niveau plus élevé, tout simplement. Alors j'en reviens donc à cet ascendant Lion. Donc là on parle de briller, hein. C'est moi, le moi il veut briller. Il veut briller où? Il va falloir regarder où se situe le soleil. Le soleil il est, justement j'en parlais tout à l'heure, en conjonction avec le MC. Donc c'est le MC, c'est le moment où le soleil il est le plus élevé dans le ciel durant la journée, donc c'est visible. C'est aussi analogique au signe du Capricorne. Et Capricorne, c'est quoi? C'est tout simplement la structure, ou l'ordre, hein, les normes, les lois, ou la structuration du monde collectif humain. Dans la nature, on peut aussi parler de la montagne, parce que c'est le sommet de la montagne. Donc c'est un petit peu notre sommet à nous. Lorsqu'on regarde notre propre thème natal, on va regarder ce MC comme le point le sommet qu'on peut atteindre, qu'on va atteindre dans notre vie. Et un petit peu aussi qu'est-ce qu'on va faire nous, en tant qu'individu, dans ce monde. Donc finalement, là, le moi, il est amené à vouloir briller dans le monde. C'est un petit peu ce qui nous a été demandé hier lors de cette nouvelle lune. Une nouvelle lune, c'est cette conjonction entre le soleil et la lune. Le soleil, c'est tout ce qui est conscient, c'est la conscience, l'être. Et la lune, c'est plutôt l'inverse en fait. C'est plutôt les processus inconscients. Mais en même temps, c'est tout ce qui nous anime, nos humeurs, en fait, les eaux internes. La lune, elle gouverne le signe du Cancer. Le signe du Cancer, ben, il est là, hein. Hop, ici. Mais Cancer, c'est analogique dans le zodiaque dit en repos. C'est ce que j'analyse depuis tout à l'heure, hein. Ascendant, IC, DSC, le descendant et le MC. Et le système des maisons, c'est ce qu'on appelle le zodiaque en repos. D'où l'analogie dont je parlais. Avec le IC, le fond du ciel, c'est finalement analogique au signe du Cancer, cette maison 4. Donc, ce IC, il nous parle de quoi? Il nous parle de la source, de l'origine. Et c'est une origine sur un plan plus familial, plus collectif. Mais c'est ce qu'on connaît finalement. C'est ce qui nous sert aussi de refuge, de cocon, le passé, notre foyer aussi. C'est là où on va. C'est la base en fait, en réalité. C'est la base. Autant l'ascendant va être le moi, je, le descendant. Quel est mon complément? Quel est mon partenaire? Le partenaire qui va complémenter l'énergie dont je manque, ou je pourrais manquer. Parce qu'en fait, l'ascendant, c'est vraiment l'énergie d'ailleurs, la constitution physique, la morphologie, et notamment le faciès, en fait, hein, le visage, il va être marqué par ce qui se passe ici, à cet endroit-là, lorsqu'on regarde un thème natal. Le descendant, c'est le faciès et l'énergie de l'autre, de celui que je vais voir, qui va forcément venir à moi, en fait, tout au long de ma vie, parce qu'il va venir m'enseigner quelque chose que je ne connais pas vraiment à la base. Et le IC, c'est sur un plan plus collectif. Donc le fond du ciel, c'est mon origine, mais ça va plus parler de nos parents, donc c'est plus collectif. Et voilà. Et le point opposé, donc le MC, c'est ce que je vais faire moi en tant qu'individu dans le collectif. Mais là, on est en dehors de la sécurité, du refuge.
c'est pas incompatible, hein, à partir du moment où on les intègre tous les deux. Là c'est pareil, on peut intégrer l'ascendant, donc moi qui je suis, avec ce que je ne suis pas, parce que ce que je ne suis pas va venir m'aider à devenir aussi qui je suis. Pourquoi pas si on intègre les deux pôles en fait. Voilà, il y a des axes, on comprend qu'en fait les signes ils sont opposés complémentaires. On a ici Bélier, hop, il est opposé complémentaire avec le signe de la Balance. Pareil pour Taureau, Scorpion, Taureau ici, Scorpion, puis on a Gémeaux, Sagittaire, puis Cancer, Capricorne, puis Lion, Verseau, et enfin Vierge, Poisson. Ce sont des signes qui sont opposés complémentaires. Voilà, il y a une complémentarité au niveau des éléments, d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que le signe du Bélier, c'est un signe de feu qui s'entend très bien avec un signe d'air. En réalité, ils ne se comprennent pas, c'est-à-dire qu'ils sont opposés à la base, mais en les associant, en intégrant les deux, ils peuvent générer des résultats très efficaces en fait. Voilà, donc là on a dressé ce panorama Soleil-Lune en Bélier ensemble, donc c'est en général l'occasion de semer une graine hein, au moment de la nouvelle lune. Ce qui se passe, c'est que la lune en fait elle n'est pas visible à ce moment là. Vous le voyez, hein, quand vous regardez dans le ciel au moment de la pleine lune, c'est-à-dire l'opposé. C'est-à-dire que si par exemple le soleil il était là en Bélier, la lune était opposée ici, ben la lune on la verrait pleine hein, à ce moment-là. Alors que là, en fait, au moment de la nouvelle lune, on ne voit pas la lune. Donc c'est-à-dire que c'est des émotions totalement inconscientes. Ils ne sont pas visibles et difficiles d'accès. Si on le sait, grâce à l'astrologie, on peut le savoir justement. Ben, c'est intéressant de pouvoir semer cette graine. Et on pourra récolter effectivement les résultats de cette graine qui a été semée au moment de la pleine lune, par exemple. Donc là, on a une nouvelle lune qui a eu lieu hier, donc au degré 27 du Bélier, mais en conjonction avec un astéroïde il y a une forme de clé là, ici on le voit au degré 26, qui s'appelle Chiron. Alors Chiron, il faut vraiment étudier un peu la mythologie, c'est important, parce que c'est un centaure en fait qui est moitié animal, moitié humain. Un centaure qui est abandonné, qui est blessé en quelque sorte. D'ailleurs, il est blessé par Hercule dans ses 12 travaux. Bon, c'est une blessure qui est éternelle en fait, en quelque sorte. Il est abandonné par ses parents aussi. Donc on ressent vraiment cette notion de marginalisation chez ce personnage-là. Il y a une blessure qui est là, effectivement, et qui ne disparaît pas, qui ne peut pas cicatriser en quelque sorte. C'est une blessure éternelle. On a tous Chiron dans notre carte astrale, dans notre thème natal, en fait. Donc il faut vraiment comprendre que chaque individu est doté d'une blessure incurable. Tous, toutes et tous. Donc en fait déjà ça élimine tous ces discours de... Enfin, je veux dire, il y a des choses qui sont incurables. Et c'est comme ça, en fait, il faut l'accepter. Ce qui ne veut pas dire qu'on va on va rétroalimenter cette douleur. En fait, c'est juste que la douleur, elle sera toujours là. C'est tout simplement ça. Ça nous parle vraiment d'une douleur qui est là, qui est éternelle, et qu'il vaut mieux vivre avec, plutôt que de... l'alimenter, quoi, en fait, tout simplement. Donc là, la douleur, on pourrait dire que elle a un lien avec cette question de briller dans le monde, d'action, d'impulsion aussi. Hein, il y a une difficulté à pouvoir être le premier, parce que Bélier c'est quand même le pionnier, celui qui démarre. Et avec un Chiron ici, il y a une difficulté à ça, en fait. Du fait d'une forme de marginalisation. Après, il faut vraiment comprendre que dans l'histoire de Chiron, qu'est-ce qu'on retrouve on retrouve de multiples sagesses que Chiron, au fur et à mesure de ses
ses périples, en fait, hein, parce que le fait qu'il soit abandonné, finalement, il va partir en quelque sorte à l'aventure. Il va rencontrer de multiples sages qui vont lui enseigner beaucoup de choses qu'il n'aurait pas, finalement, découvert s'il n'avait pas été abandonné et blessé. Donc voilà, on parle souvent de l'artisan, de l'art, de la nature aussi, de la sagesse des plantes. On va parler aussi d'astrologie et aussi de pouvoir de soigner avec ses mains. On comprend aussi que la sagesse de Chiron, finalement, elle a un lien avec l'aide aux autres. Parce que ce que je ne peux pas, moi, soigner, pour moi, je peux aider les autres à le soigner, en fait. C'est vraiment la vertu première de cet archétype, en fait. Donc voilà, là, vraiment, il y a une graine qui se sème en lien à cet archétype-là, dans le monde, hein, dans le monde. Chiron, je répète, hein, c'est ça, hein, c'est les gens qui finalement sont exclus d'un système conventionnel, d'une convention. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une graine qui se sème dans le monde, quelque chose qui s'initie en bélier. Et ce sont ces personnages-là, finalement, ceux qui sont en marge et qui vont, en quelque sorte, finalement, marquer l'impulsion dans le monde, qui vont briller aussi. Et je pense que cette clé, justement, c'est que le monde, il en a besoin, finalement. D'ailleurs, Chiron est situé entre Saturne et Uranus. Donc Saturne, il représente vraiment l'ordre établi au niveau civilisationnel, alors qu'Uranus, lui, il nous parle d'une conscience supérieure sur un plan humanitaire, collectif, dans lequel il n'y a plus cette hiérarchie, finalement, capricornienne, parce que Saturne gouverne le signe du Capricorne, il nous parle d'une hiérarchie dans laquelle il y a comme une pyramide, en fait, sociale, dans laquelle il y a un chef et il y a des sous-chefs. On peut parler des classes, hein. Mais en Verseau, gouverné par Uranus, ben non, justement. Uranus, ça représente un petit peu ce qui se passe, hein, c'est les réseaux qui se développent, l'Internet, il y a un accès, on va dire, à la distance grâce aux technologies, et une conscience supérieure qui est possible grâce à cette information qui finalement circule. On va s'approcher hein, de cette information qui va circuler de manière beaucoup plus fluide, parce qu'Uranus, qui est cette planète qui justement fait circuler cette information, ce message supérieur, hein. On peut retrouver le mythe de Prométhée, hein, qui d'ailleurs est lié complètement avec cet astéroïde Chiron, puisque finalement, à la fin de l'histoire, Chiron, il décide parce que Prométhée, bon, il est attaché à un rocher, en fait, et il se fait manger le foie par un aigle tous les jours. Je vais pas raconter tout le mythe, là, mais voilà, Chiron le découvre, finalement, et Chiron, vu qu'il a une blessure éternelle, il décide de délivrer Prométhée de sa souffrance, en fait, parce que Prométhée a un message important à faire passer à l'humanité. Voilà, c'est très intéressant, faut de développer ce mythe-là, je pense qu'il est vraiment d'actualité là en ce moment. Je pense que cet astéroïde Chiron est fondamental dans le moment de bascule de l'époque qu'on est en train de vivre. C'est une phase, hein. Donc comme dans toutes les phases, voilà, c'est une transition, voilà, donc il y a des éléments en fait qui sont mis en valeur à ce moment-là et qui ont une fonction bien précise. Et voilà, qui sont fondamentales et essentielles à prendre en considération à ce moment-là. Et là, Chiron, en ce moment, est fondamental. Et on ne peut pas, on va dire, voilà, vouloir être sourd, aveugle, ne pas vouloir écouter, ne pas vouloir observer ce qui se passe, en fait. Donc, en fait, ensuite, il y a un autre élément à prendre en considération, c'est que les planètes, quand elles sont situées dans un signe, elles sont gouvernées par la planète qui est régente du signe dans lequel ces planètes se situent. Exemple, parce que là ça peut vous paraître compliqué. Le Soleil et la Lune, et Chiron, lors de cette nouvelle Lune en Bélier, ils sont gouvernés par une planète qui est la planète qui gouverne le signe du Bélier. Et cette planète qui gouverne le signe du Bélier, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est Mars. Donc finalement, c'est cette planète Mars qui va marquer
cette impulsion. De quelle impulsion il s'agit? On va aller voir Mars pour la comprendre, cette impulsion. Bon, en fait, Mars, il est situé au degré 5 du signe du Bélier, et tout proche de Saturne, en fait, qui est au degré 7. Je crois que la conjonction exacte va se dérouler demain, il me semble. Donc voilà, Mars et Saturne en Bélier, et puis on voit aussi qu'il y a Neptune et Mercure. Donc bon, voilà, c'est très important aussi tout ça, de regarder ces planètes-là, parce que toutes ces planètes-là, elles étaient il n'y a pas si longtemps que ça en Poisson, en fait, et elles sont passées en Bélier. Donc il y a eu une forme de démarrage, de naissance, de quelque chose. Donc pour comprendre de quelle naissance il s'agit, il faut observer et comprendre les planètes qui sont là. Donc on va d'abord regarder les planètes personnelles, non pas les planètes personnelles, on va regarder d'abord les planètes lentes, parce que en fait les planètes lentes sont entrées il y a plus longtemps, et ensuite ce sont les planètes personnelles qui sont venues activer ces planètes lentes au moment où elles sont passées. D'ailleurs elles sont actuellement, Mercure vient d'entrer à la conjonction de Neptune, va entrer en conjonction avec Mars et Saturne. Mercure, c'est Hermès, le messager des dieux, en fait. Donc c'est la planète du mental, de la communication, du message, du messager. C'est un messager, Mercure. Donc il emmène une information. En Bélier, c'est une information focalisée, soudaine, un démarrage, en fait. Mais en fait, quand une planète elle arrive à la conjonction d'une autre, et qu'une planète est plus rapide qu'une autre, elle va s'infuser de l'énergie de cette planète-là. Elle va s'imprégner de cette énergie-là, en fait. Elle va l'emmener avec elle, en quelque sorte, et elle va continuer sa route. Et lorsqu'elle va ensuite entrer en contact avec une autre planète, elle va également s'infuser de cette énergie-là. Ça, faut vraiment le comprendre aussi. C'est pour ça qu'en fait, c'est super important de regarder les phases de la Lune, parce que la Lune, elle fait le tour du zodiaque en 28-29 jours, qui est le cycle menstruel. Et tous les 2 jours et demi, elle va changer de signe, cette Lune. Donc elle va s'infuser de toutes les énergies qu'elle va rencontrer. Et comme la Lune, c'est vraiment nos zones internes, toutes ces énergies-là vont finalement guider nos pas, en fait, nos actions, nos émotions, nos réactions, etc. Sans qu'on en soit conscient, en fait. La question, elle est là. Donc en fait, il vaut mieux en être conscient, parce que, enfin, je veux dire, il vaut mieux en être conscient, voilà. Parfois, il y a des choses où on est déstabilisé, et on n'est pas conscient de ce qui se passe, en fait, et finalement, l'astrologie, c'est là pour ça, c'est pour dévoiler, révéler des éléments qui ne sont pas conscients, tout simplement. Évidemment, ça nous fait rentrer dans des états qui peuvent nous perturber, parce qu'on découvre des choses dont on n'avait pas conscience, et puis qui était un mystère auparavant. Mais ce qui se passe, c'est que souvent, en fait, ce qu'on a révélé, ce mystère qu'on a révélé, il ouvre la porte, en fait, à un autre mystère, qui est bien plus riche que celui d'auparavant. Et ça, enfin, progressivement, on comprend finalement que tout ça, c'est vaste, mais qu'en même temps, c'est riche, et c'est beau, et voilà, c'est intéressant de le voir comme ça, en tout cas. Voilà, pour en revenir du coup à cette question de qu'est-ce qui se joue là, dans tous ces démarrages en Bélier. Je parlais de Saturne et Neptune. Ils sont entrés en conjonction, en fait, le 19 février en Bélier. Donc il y a eu une fusion des deux énergies, de ce que représentent Saturne et Neptune. Saturne, c'est la planète qui gouverne l'ordre collectif. C'est vraiment une planète collective. Ce sont les normes, les lois, les règles, en fait. Neptune, c'est le collectif, mais dans son ensemble. C'est un collectif beaucoup plus vaste, même il intègre même tous les règnes du vivant, en fait. Il intègre tout ce qui est subtil, les mondes invisibles, tout ce qui est lié à la magie, à ce qui ne se voit pas. Neptune aussi, il dissout, en fait. Donc, en fait, là, c'est quoi on pourrait aussi traduire cette conjonction par une dissolution des structures existantes. Et c'est le démarrage d'une dissolution des structures existantes, finalement, qui a eu lieu le 19 février. Mais aussi, on pourrait dire que Saturne, c'est la construction, c'est la solidification, c'est la structure. Et Neptune, c'est l'imagination, c'est l'inspiration liée à ces mondes subtils et à la magie. Donc il pourrait aussi en même temps y avoir une sorte
de nouvelles constructions beaucoup plus subtiles, magiques de la réalité. Et ça, c'est ce qui a eu lieu le 19 février. Donc ces planètes personnelles, finalement, que ce soit Mars qui nous donne l'impulsion nécessaire pour démarrer, Mercure qui est le messager des dieux, qui apporte le message finalement, ces planètes-là, elles vont tout simplement activer tout ça, en fait, cette manifestation. Voilà, c'est pour ça que là, je vous parle, en fait, et que justement, moi, j'ai créé cette chaîne-là d'analyse astro, mais j'ai un projet donc, qui s'appelle Planétaire, qui est le même nom que la chaîne d'ailleurs, et qui finalement propose un nouveau modèle de vie, beaucoup plus en accord avec tous les règnes du vivant, beaucoup plus magique, beaucoup plus artistique, inspiré, etc. Et j'ai aussi d'ailleurs créé une chaîne qui s'appelle Sublimarium, artistique, dans laquelle il y a de nombreuses créations. Et d'ailleurs, j'en profite au passage, pour celles et ceux qui ne savent pas encore, je cherche des musiciens en fait pour m'aider à interpréter des chansons que j'ai écrites il y a 2 ans et qui sont aujourd'hui prêtes à être enregistrées en studio et jouées en live. Donc, mais tout seul, c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait un appel déjà à collaboration. J'ai eu pas mal de retours, c'est très intéressant, mais voilà, je fais quand même passer le message. Donc voilà, tout ça, toutes ces énergies en bélier, bon, très important. Voilà, tout ça, ça va continuer à avancer. Aujourd'hui, donc 18 avril, la Lune, elle est entrée en Taureau. Elle va bientôt arriver à la conjonction de Vénus, en fait, qui est actuellement dans le dernier décan du Taureau. Bon, Vénus, il est vraiment dans son domicile en Taureau, donc, cette planète, donc Taureau, c'est vraiment le signe de la fixation du printemps, comme je vous disais. Ça nous parle vraiment de cette nature qui finalement rayonne au moment du printemps. Les fleurs qui sortent, ça bourgeonne. Il y a une question de bien-être, d'harmonie avec Vénus. Donc Vénus recherche l'harmonie là, dans ce signe-là. Par contre, Uranus, lui, c'est la technologie, c'est l'inventivité, c'est les réseaux, c'est la technologie, oui, comme je disais. Et le message aussi supérieur de Prométhée. Donc là, la Lune va venir finalement activer ces 2 astres prochainement. Et ensuite, elle va continuer sa route, elle va entrer en Gémeaux. Donc là, elle va passer d'un signe de terre, de Taureau, qui est un signe fixe finalement. Donc la nature très importante, le bien-être, les 5 sens. Ensuite, en Gémeaux, on va passer à une énergie beaucoup plus de communication. C'est un signe d'air, donc communication, échange. Gémeaux, il y a une question de fraternité, j'échange avec mes voisins, avec mes frères et sœurs, avec ce qu'il y a autour de moi, avec mon entourage proche en fait. Et puis la Lune, ensuite, elle va continuer sa route pour arriver en Cancer. Cancer, c'est vraiment un peu le foyer, le clan. Qu'est-ce qui fait clan? Là, par exemple, dans cette carte, Jupiter, il est situé dans la maison 12. Maison 12, c'est vraiment la maison qui est analogique au signe des Poissons et du coup, qui nous parle de cet ordre invisible des choses. Et Jupiter, lui, gouverne le signe du Sagittaire, et Jupiter indique une recherche de sens, en fait. C'est l'archer qui finalement déploie qui envoie la flèche, mais qui transcende des limites. On voit d'ailleurs, il vise l'étoile, en fait, et il l'atteint, en quelque sorte. Donc il y a une question d'expansion de conscience avec le signe du Sagittaire. Et Jupiter, lui, il cherche l'expansion de conscience, et il donne du sens. C'est un sens collectif. Parce que finalement, le signe du Sagittaire, il a un lien en analogie avec le zodiaque en repos, avec cette maison 9, la maison de la sagesse supérieure, et qui a un rapport beaucoup avec des voyages à l'étranger, des voyages lointains, tout ce qui est lointain en fait, de tout ce qui est étranger à ce qu'on connaît à la base. Parce que la base, elle est là en bas. Maison 3, c'est tout ce qui est proche. Maison 4, c'est la base. La maison 9, c'est vraiment les voyages qu'on fait généralement à l'étranger pour découvrir des cultures étrangères. Et donc Jupiter, c'est ce personnage qui finalement, ce voyageur qui cherche à expandre sa conscience à travers de l'inconnu, de l'étranger, du lointain. Sauf que là, en Cancer, il est vraiment... il cherche... Enfin, cette recherche, elle est effectuée
dans un contexte beaucoup plus familial. C'est comme s'il cherchait son origine, en quelque sorte. Or là, en maison 12, la maison 12, elle nous parle de ce grand tout, de cet immense océan, en fait, qui héberge la vie, de tous ces règnes. Donc finalement, le sens, il est peut-être de comprendre, à travers de cette nouvelle lune, qu'on vient tous de la même origine. Enfin, qu'est-ce qu'on voit en maison 10? C'est des guerres, en fait. Bélier, c'est belliqueux, c'est la guerre. Arès, d'ailleurs, Mars, c'est Arès, en mythologie, c'est le dieu de la guerre. Donc alors, il suffit de regarder autour de vous ce qui se passe dans le monde. Là, le sens, il est dans la découverte, finalement, de qu'on vienne tous du même... Donc comment c'est encore possible qu'on puisse être en guerre alors qu'on vient tous de la même source, en fait? C'est ce que vient nous indiquer ce Jupiter en Cancer, là. Et voilà. Après, on a ce Pluton aussi, je pense, hein, je vais en parler, c'est important. Pluton est en maison 6 de cette carte. Il est en bon aspect avec cette planète en Bélier en maison 9. C'est un sextile, c'est fluide, signe d'air avec signe de feu. Pluton en Verseau, en maison 6. Pluton, qu'est-ce qu'il fait? C'est la planète qui co-gouverne le signe du Scorpion avec Mars. D'ailleurs, Scorpion est intercepté dans cette carte. Intercepté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne démarre aucune maison. C'est comme s'il était absent des débats, on pourrait dire ça comme ça. La fonction de Scorpion, ou en tout cas il n'est pas visible, peut-être que son action est là, mais on ne la voit pas en fait. Scorpion, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche lui à aller au fond des choses. Il nous parle de magnétisme, de tout ce qui est... On pourrait l'associer par exemple au noyau de ce qu'il y a sous Terre, enfin, de ce qu'on ne voit pas, mais qui est vraiment au centre de la planète Terre. C'est un aimant énorme en fait, qui fait que la vie est possible. Enfin, c'est la loi de la gravité, hein, clairement. Et tout ce qui se passe aussi au niveau de cette époque de l'année dans laquelle il y a une sorte de compostage qui est invisible parce que ça se passe sous terre, mais qui fertilise finalement la terre. C'est un signe d'eau, hein, qui fertilise, donc c'est un processus souterrain qui fertilise finalement la terre pour que, voilà, si on va l'opposer au moment du Taureau 6 mois plus tard, la vie organique puisse se déployer. Voilà. Sans ce processus-là, il ne se passe rien. Donc, en fait, Pluton, lui, il travaille pour Scorpion. Donc là, en fait, il y a une question de finalement qu'on ne voit pas, mais dans notre base, la base de chacun, il y a une transformation qui est en train de s'effectuer, en lien à notre base, à notre origine. Et Pluton, lui, il est là en maison 6. Et la maison 6, c'est la maison de nos routines, nos habitudes. C'est une maison qu'on associe avec le signe de la Vierge. Le signe de la Vierge, c'est un signe qui représente l'organisation, ou tout ce qui sont les systèmes, tous les systèmes, en fait. Hein. Encore une fois, on peut utiliser ce langage-là dans plusieurs cas. En fait, hein, par exemple, on a le corps humain, hein, les organes du corps humain, ce serait un système, en fait. Donc, tout le type de fonctionnement entre les différents organes, entre eux, le moindre petit détail est important pour que ce corps humain puisse fonctionner. C'est pareil pour notre vie. En général, nos routines quotidiennes font qu'on va, en quelque sorte... Oui, enfin, ce serait aussi, par exemple, le corps humain, pour revenir au corps humain, ce serait l'aura d'une personne, elle va être marquée par la maison 12, en fait, ce qu'on ne voit pas, le monde invisible. Et par contre, ce qu'on voit au quotidien, nos routines et tout ce qui compose une organisation, en fait, c'est là, ici.
Donc là, il y a une question effectivement de travailler au quotidien cette notion de transformation. Parce que Pluton, lui, finalement, il transforme depuis l'intérieur. Je vous expliquais, c'est ce que fait Scorpion. Mais il transforme quoi depuis l'intérieur? Il transforme le signe du Verseau. Et le signe du Verseau, on parle d'une humanité beaucoup plus consciente, d'un niveau supérieur, dans lequel une vie sans hiérarchie est possible, dans laquelle chacune et chacun trouve sa place à l'intérieur d'un collectif, de manière... de toute façon, c'est vraiment le slogan liberté, égalité, fraternité. Et d'ailleurs, le Pluton en Verseau, Pluton était en Verseau au moment de la Révolution française. Donc voilà, après bon, les énergies en présence sont complètement différentes de ce moment-là, donc ça ne se manifestera pas de la même manière, mais on a quand même cette similitude, donc c'est intéressant de faire le lien. Donc là, il y aurait une recherche en fait quotidienne de transformer l'humanité. Voilà, après comme je vous expliquais, bon, je pense que je vais arrêter là parce que ça va être un peu compliqué sinon d'assimiler toutes ces informations, mais chaque planète, lorsqu'elle est dans un signe, elle est gouvernée par la planète régente. Donc là, par exemple, Pluton en Verseau, il est gouverné par Uranus en Taureau. J'y reviens, cet Uranus en Taureau, il est super important parce que justement, il est sur le point d'entrer en Gémeaux là, ces prochains jours. Donc, quand une planète, elle se situe dans le dernier degré d'un signe et qu'elle est sur le point de le laisser ce signe définitivement, surtout Uranus cette planète, elle met 84 ans à faire le tour du zodiaque. Donc en fait, elle ne reviendra pas en Taureau avant 78 ans, quoi. Donc là, elle va entrer en Gémeaux pendant 7 ans. Et lorsqu'elle, comme je viens de dire, elle finit son passage dans ce signe-là, elle apporte un message vraiment supérieur. Et Taureau, c'est la nature, c'est les 5 sens, c'est l'importance de tout ça, en fait. C'est renouveler, hein. La fonction d'Uranus, c'est aussi, d'une certaine manière, être inventif, en fait. Enfin, vraiment, là, je pense que c'est marqué que... d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, le signe du Scorpion, il est intercepté. On ne le voit pas. En maison 4. Taureau, aussi, en maison 10, est intercepté dans cette carte. Et Taureau, ça représente vraiment la nature. Et en fait, la nature, elle est complètement éclipsée dans le monde. Quand je parle de la nature, c'est la nature organique, en fait, le bien-être. On associe beaucoup à Taureau, nos 5 sens. Ils sont totalement éclipsés par une expérimentation, finalement, des énergies qui est à un niveau de telle ignorance, en fait, et qui est normalisée, hein, d'ailleurs. Enfin, je veux dire, qui a été normalisée. Et là, actuellement, j'en reviens à cette conjonction Saturne-Neptune en Bélier, mais là, il est question de dissoudre tout ça. C'est le départ, hein, donc ça va prendre du temps parce que c'est des planètes lentes, mais de recréer quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Donc mon projet planétaire, un nouvel écosystème visionnaire que je développe dans un livre qui va bientôt être publié, il parle de tout ça, quoi. On y reviendra lors d'une prochaine vidéo, hein, plus en détail. Je pense que j'ai dressé un panorama assez complet. Oui, donc n'hésitez pas à commenter, donc si vous avez des questions, à liker, à partager autour de vous. Je pense que là, j'ai presque envie de dire que c'est vital que toutes les informations, que je vous donne gratuitement, hein, je vous offre gratuitement ces informations précieuses, et je pense que c'est important de se responsabiliser par rapport à tout ça et commencer à collaborer de manière à ce que tout ce dont je vous ai parlé, ça commence à se manifester, parce que le monde et puis tous les êtres qui souffrent et puis justement qui sont marginalisés, un petit peu comme Tyron là. Et puis voilà, penser aussi à nos générations futures, quoi. C'est nous les actrices et les acteurs de la réalité qu'on vit au quotidien, donc à nous de
de devenir adulte et responsable et d'agir ensemble. Voilà. Allez, je vous souhaite une très belle fin de journée, un bon week-end à vous et à très bientôt sur ce nouveau podcast Map Astral.